Bonjour, bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde. Pour présenter cette émission, nous avons choisi les merveilleux paysages de l'Hérault pour célébrer les savoir-faire du luxe. Hôtellerie, cosmétiques, art, mode sont dans Nec Plus Ultra, démontrant, si besoin était, que la qualité est une histoire d'homme en premier lieu et de passion, comme le bon vin sommaire. À 64 ans, la phytothérapie est plus que jamais dans l'air du temps. À l'Intercontinental de Hong Kong, le luxe est d'abord une affaire d'hommes raffinés. Désormais, Shanghai est un salon d'antiquités et de haute joaillerie de grande facture, une initiative de nos amis belges. Pour commencer, une saga comme je les aime. Le père Hubert d'Ornano crée en 1976 une marque de produits cosmétiques à base de plantes et d'huiles essentielles. Ce qui nous plaît, c'est qu'il parle de son entreprise et de sa famille avec les mêmes mots. Résultat, les enfants ont suivi pour le meilleur. On se souvient d'avoir entendu parler de l'ouverture du spa Sisley dans un palace à Cannes. Il est beau, grand, élégant, prodigue des soins à base d'huiles essentielles, joue sur les ambiances olfactives et évidemment c'est coûteux. La réussite mondiale de la marque est d'abord l'histoire de la famille d'Ornano. Ce spa a d'ailleurs reçu le label Leading Spa, une jolie récompense pour ses pionniers. Nous avons créé une société uniquement aux extraits naturels de plantes. C'était une innovation. Il fallait venir avec quelque chose de nouveau et le nouveau était justement des extraits naturels de plantes. Cette marque s'est développée sur un concept qui est devenu un concept très porteur d'un seul coup. Je cite toujours l'émulsion écologique parce que c'est un produit qui existe depuis presque le début de la marque. Et il y a une dizaine d'années, nous avons dû prouver qu'on pouvait appeler ça émulsion écologique. Parce que l'écologie est devenue un concept tout à fait actuel, très important, dont on est très conscient. Et c'est fabriqué en France. D'ailleurs, la famille d'Ornano vient de s'offrir une usine avec des laboratoires high-tech. Nous fabriquons 100% français à Blois, dans une très belle usine qu'on vient de finir, dans laquelle mon mari et moi, nous avons beaucoup participé dans la construction de cette usine. Elle est très moderne et nous faisons tout là-bas. Nous travaillons sur deux axes. Un, c'est par exemple, notre laboratoire nous dit mais il y a des plantes très intéressantes qui étaient connues, mais d'un seul coup, avec la technologie moderne, on leur a trouvé des extraordinaires propriétés. La façon de les analyser, de savoir ce qui est intéressant, utilisable dans la plante, ce qui est peut-être nocif aussi, qui doit être isolé, c'est tout ça qui a fait que des plantes deviennent très intéressantes. D'autre part, on a aussi des plantes exotiques. La presse et le public aiment beaucoup les plantes exotiques, mais ce n'est pas toujours les plus actives. C'est aussi que le produit soit bien accepté par la peau, ait été testé pour tout ce qu'il prétend faire. C'est les textures, c'est même l'odeur. Vous savez, nos produits ne sont pas parfumés, mais ils ont une odeur très particulière parce qu'ils ont l'odeur des huiles essentielles et les gens adorent parce qu'ils ont l'impression que c'est pas trafiqué pour être beau, vous voyez. Ce succès est le fruit d'une vraie et belle complicité entre le père, la mère et les enfants et surtout beaucoup de travail. L'imagination, le côté féminin, Isabelle se charge de ça et elle travaille beaucoup, elle travaille autant que moi, peut-être un peu plus. Et Philippe travaille dedans. Notre fille Christine dirige l'Angleterre. Elisabeth, l'aînée, très jolie, elle nous a servi de modèle. Ça me faisait l'occasion de lui donner quelque chose. Et en même temps, on se servait de nous-mêmes. C'était notre image. J'ai toujours eu plaisir à travailler avec mes parents et on a tous dans la famille des caractères assez forts. Et en fait, c'est plutôt par le travail qu'on se retrouve. Donc le travail pour nous a plutôt été, mais après pour chaque famille ça peut être différent, a toujours été ce qui nous a réunis. On travaille
très en équipe, entre nous, membres de la famille, et aussi avec nos 4 dirigeants qui ne sont pas membres de la famille. Parce qu'une entreprise familiale, ça n'est pas qu'une famille, c'est aussi beaucoup de gens qui ne font pas partie de la famille, mais qui se sentent partie d'une aventure et qui sont de nationalités différentes. On le vit pas tellement comme un héritage, mais plutôt comme quelque chose qu'on fait ensemble. Vous évoluez avec les découvertes scientifiques, vous évoluez parce que le monde évolue, mais la philosophie même, ce goût de l'excellence, de la qualité, cet intérêt aussi pour la femme, il est toujours le même, il ne change pas. C'est une politique, il y a une continuité dans notre politique. Et l'histoire continue. Si vous le voulez bien, je vous emmène à Hong Kong visiter l'un des plus beaux hôtels au monde, tourisme et voyages d'affaires confondus. Et vous allez voir que le luxe, le vrai, n'a pas grand-chose à voir avec la surcharge de dorure et de cristal, mais plutôt avec le savoir-faire humain. Rencontre avec un directeur 6 étoiles. Bienvenue dans ce palace qui, sous des aspects d'hôtel international d'affaires, offre aux voyageurs raffinés et futés non seulement le comble du confort dans ses 579 chambres et 23 suites, mais surtout un accueil première classe. Et voilà notre suite présidentielle qui a été préparée spécialement pour vous. 800 mètres carrés sur 2 étages. Une situation unique face à la mer de Kowloon qui offre une vue sur le port Victoria et l'île de Hong Kong. La suite compte en effet un butler, un bémol, la décoration n'a pas grand-chose à voir avec la culture chinoise. Non, parce que le décorateur Chen Lim a voulu faire de cette suite une suite où il y avait quand même une petite touche d'Asie, mais a voulu quand même faire une suite assez confortable pour notre clientèle internationale. Donc, pas trop asiatique, mais quand même des petites touches, ça et là, qui vous rappellent quand même que vous êtes en Asie. Et puis, lorsque vous voyez la vue, ce que vous voyez en ce moment, cela quand même vous dit que nous sommes à Hong Kong. Et l'on peut passer des heures en effet sur la terrasse à contempler la vue. Jean-Jacques Rebel apporte bien autre chose que son expérience de 27 ans au service du groupe. J'apporte certainement une expérience globale, une connaissance de la clientèle internationale. Et puis, certainement, j'ai eu la chance de pouvoir administrer les plus beaux hôtels intercontinentaux. J'ai eu beaucoup de chance. Le voyageur est à quelques minutes de toute commodité, dépaysement shopping et autres plaisirs. Monsieur Rebel est français et ça se perçoit. C'est les détails et peut-être une certaine créativité. J'ai eu la chance de travailler aussi avec de grands décorateurs, et puis que ce soit à Paris ou même ici à Hong Kong. Et j'ai beaucoup appris de ces gens. Et puis c'est une chance aussi de pouvoir travailler avec différentes cultures, que ce soit en France ou aux États-Unis ou maintenant en Asie. Au-delà de la French touch, de l'élégance, d'une excellente gestion, qu'attend-on d'un directeur 6 étoiles? Pouvoir garder la tradition, le cachet intercontinental Hôtel Group, qui est très important. Et puis aussi, nous sommes dans l'hôtellerie, mais nous sommes dans les affaires. Et il faut certainement faire des profits. Nous sommes là, nous sommes des businessmen, businesswomen, pour faire des profits. Et ça, c'est très important aussi. Ça se comprend. Les gastronomes sont aussi aux anges. Cuisine chinoise exquise, délicatement préparée au célèbre Nobu. Gastronomie française fera apprécier des voyageurs au spoon avec des produits qui viennent de France. C'est un restaurant que nous avons ouvert en 2003, très populaire ici à Hong Kong, très bien géré, administré. Nous avons été les premiers à avoir un chef aussi connu qu'Alain Ducasse. Et nous sommes fiers d'avoir été les premiers à avoir un restaurant avec un chef célèbre parmi nous. Les Chinois aiment la culture française, les vins. En ce moment, les plus grands vins français se vendent à prix d'or en Chine et à Hong Kong. Tout a été conçu pour mettre en avant l'élégance française. Nicolas Deneux, chef sommelier, a remis au goût du jour la classique coupe de champagne. Il innove en servant du vin au verre dans une carafe, spécialement conçue pour l'endroit. Une carte des vins reflète un petit peu les vins qu'aime le sommelier du restaurant, je pense.
Mais à Spoon, on essaye effectivement, on a des beaux domaines, de grands noms, comme on dit, des noms qu'un peu tout le monde connaît. On essaye de montrer l'importance, même dans un restaurant français, qu'a le vin d'un petit peu partout autour du monde. Ça a toujours été l'état d'esprit Spoon, ça le restera toujours. Et aujourd'hui, nous avons lancé à Spoon un concept de boutique champagne, donc tout petit producteur qui travaille superbement. Et je dois dire, ça marche très très bien. Et je me rends compte personnellement qu'en poussant un petit peu la clientèle sur des choses un peu plus inhabituelles, sur des goûts un petit peu moins stéréotypés, je dirais, des choses un peu plus personnalisées, il y a une vraie découverte qui se fait. Moi, je pense que la clientèle locale, la clientèle à Hong Kong est très ouverte, de plus en plus ouverte à des petites productions, des petits noms, au contraire, dans cette idée de découverte. La carte des vins comprend 70% de vins français, mais nous, on préfère déguster un thé vert sur cette somptueuse terrasse et bavarder avec Monsieur Rebelle de la culture chinoise. J'ai appris avec la culture asiatique. Je ne connais pas tout, j'apprends tous les jours, mais j'ai appris que les gens sont là pour, en américain, ce qu'on appelle le win-win situation, c'est-à-dire qu'ils veulent être heureux, mais ils veulent vous rendre heureux aussi. Rester dans un 4 étoiles et un 5 étoiles, la différence est subtile. Parfois, vous ne savez pas pourquoi, mais vous vous sentez mieux. C'est un luxe, et le luxe, chacun définit le luxe différemment. Mais le luxe, c'est un peu le rêve. Pareil pour un autre voyage, je vous emmène à Shanghai faire un tour au salon d'antiquité et de haute joaillerie créé par le Belge Maximin Berco et le bel Italien Niccolo Mori. Du beau, rien que du beau. C'était au printemps dernier, Shanghai, dans la douceur du mois de mai, recevait pour la seconde fois le salon d'antiquité et de haute joaillerie. En abrégé, c'est imprononçable, mais que de belles choses ont réussi à réunir les Berco des antiquaires belges. Les critères, c'est la qualité, surtout. Alors, la chose la plus importante avec les clients chinois, c'est de leur faire comprendre l'authenticité, de garantir la qualité et justifier de quelque part la valeur. Il faut vraiment changer complètement notre esprit, notre mentalité. Il faut rentrer dedans, il faut comprendre comme ils raisonnent et il faut les aimer. Ça, c'est le fil rouge qui nous rend tous égaux. Créer une liaison de confiance, c'est la première chose à faire en Chine. Pour réussir, il ne suffit pas de choisir quelques pièces exceptionnelles dans le patrimoine occidental. Comprendre la culture chinoise était primordial pour les fondateurs de ce salon. J'étais venu étudier en 2001, envoyé par la Sorbonne, et je faisais mes recherches au musée de Shanghai dans l'après-midi. Et avec le temps, on va dire, les gens du musée de Shanghai voulaient organiser une exposition des tableaux de mes parents au musée. Ce qui a fait qu'on a enclenché la machine, etc. L'idée, en fait, c'est d'apporter quelque chose à la Chine. Les musées chinois, que ce soit autant en art occidental qu'en art chinois, en fait, ne sont pas aussi riches, on va dire, que nos musées. L'idée, en fait, c'est de montrer un panorama et donc, en même temps, aussi d'apprendre aux gens à apprécier l'art de haut niveau et à se faire l'œil. C'est comme ça qu'on faisait les galeries. Le salon a réuni près de 40 exposants parmi les plus grands marchands dans leur domaine, intraitables sur l'authenticité des œuvres et l'originalité, tel Philippe Koutouzis qui expose des artistes chinois très talentueux. Art moderne et contemporain en général. Il y a, oui, une forte tendance vers la Chine, mais je fais aussi d'autres choses. Je ne fais pas que ça. Je pense qu'il ne faut pas seulement placer les artistes chinois dans une catégorie chinoise qui devient un petit peu ridicule. Parce que si c'est un motif de collection, c'est chinois. On finit par peut-être s'interroger et on risque peut-être, je dirais, de découvrir des choses un petit peu curieuses. Est-ce que c'est meilleur parce que c'est chinois? Non, il faut que ce soit objectivement bon. Ça doit être la démarche d'un galeriste. D'aller chercher... De manière classique, oui, peut-être, oui, de manière classique, probablement, oui. Ce que doit faire un galeriste, c'est-à-dire qu'il doit d'abord aimer ce qu'il fait, aimer la peinture, aimer la sculpture, aimer ce qu'il veut exposer, et puis après l'avoir aimé et s'être rendu compte de pourquoi, et pourquoi ça valait la peine d'être présenté au public, et ben, il doit le faire, et il doit bien sûr représenter l'artiste. Ça a l'air
très très simple comme ça, mais c'est pas toujours évident. Ainsi, l'on découvre enfin de nouveaux talents qui s'associent avec bonheur aux meilleurs de l'art classique chinois, venus tout droit de Paris. Alors nous sommes présents à Shanghai parce que le marché de l'antiquité chinoise est de plus en plus basé en Chine populaire. Et nous sommes venus ici pour essayer de rencontrer les nouveaux collectionneurs chinois qui sont très actifs sur notre marché. Les objets que nous avons choisis pour cette exposition sont tous des objets chinois parce que les collectionneurs chinois collectionnent essentiellement des œuvres qui viennent de leur pays. Et on a choisi des sculptures en bronze doré qui sont assez recherchées et des objets d'art décoratif, donc mobilier, vases, jade, qui là aussi touche le goût des collectionneurs actuels de Chine populaire. On se demande toujours ce que la joaillerie vient faire dans un tel salon. Opportunisme? Peut-être pas. Quand vous avez au Louvre, vous avez la galerie d'Apollon, vous avez aussi les bijoux de la couronne. Vous allez à Londres, vous avez aussi des bijoux dans les musées. Vous allez même au Kremlin, vous avez aussi des bijoux. Donc les bijoux font partie entière, je dirais, du panel artistique, mais sont souvent associés au luxe, parce que souvent sont produits en masse. Donc c'est là où on fait aussi la différence, c'est qu'on essaye d'inviter ou bien des joailliers, designers, créateurs, qui eux, on va dire, vendent plutôt l'image et l'idée et toute la recherche, ou les grands joailliers qui, eux, ont plutôt des pierres qui sont assez uniques. La France était représentée par l'un de ses meilleurs talents. Alors ma présence dans cette foire représente l'envie d'aller vers ces clients qui sont tellement dynamiques, motivés, intéressants, curieux de tout et qui ont envie d'apprendre, que sont les Chinois, d'une part. Et d'autre part, c'est toujours très inspirant de venir ici pour moi, de pouvoir d'avoir de nouvelles idées. En particulier, je m'inspire de l'architecture, des pavillons, de l'expo que j'ai pu voir quand je me suis promené ici. C'est une foire où on apprend à connaître le marché chinois, les goûts des Chinoises, la façon dont elles abordent les bijoux, afin de pouvoir mieux répondre à leurs attentes. On fait attention aussi à présenter la culture chinoise aussi, pour qu'il y ait l'équivalence. Parce que, comme pour beaucoup de Chinois, ils découvrent tout ça et qu'ils ne le connaissent pas, je dirais c'était important de montrer leur équivalent. Donc ça, c'est pour nous le top du top. Donc ce qu'il y a que je ne connais pas, ça vaut ça. Et ce qui fait que ça les intéresse encore plus. Tableaux et meubles de laque avaient leur place ainsi que la calligraphie, mais il y a, comme on le sait, des artistes avant-gardistes dans la galerie de Pearl Lam. Je pense que c'est très important d'avoir un salon comme ça, car la Chine est très grande. Ainsi, les gens viennent voir en quoi consiste l'évolution de l'art moderne, car l'art contemporain chinois est très différent de ce qui se fait à l'Ouest. Certains pensent que c'est conceptuel ou abstrait, ça y ressemble, mais l'approche et la philosophie sont différentes. Intéressant, il y avait aussi des antiquaires chinois fous amoureux de la culture française. La lique était bien défendue. Il y a 20 ans, j'ai découvert la lique à Paris, au marché aux puces. J'étais tellement surpris par son travail et son design que j'ai décidé d'ouvrir un magasin juste pour exposer les pièces en verre de René Lalique. Quelle est votre définition du luxe? Ça dépend vraiment du moment. C'est sur ces jolies images que se termine cette émission. Merci à Jean-Claude Mas de nous avoir reçus en ces domaines. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe est une histoire de cœur. Au revoir. Coup de cœur pour un joaillier et ses bijoux d'une singulière beauté. Il monte du diamant noir sur de l'acier, du brut sur de l'or. Il zippe quelques rangs de perles de façon très coquine et classe à la fois. Orne le béton avec de l'or et c'est beau.
Patrice Fabre conçoit, dessine, sertit des bijoux qui ne sont pas ceux de tout le monde. Le raffinement personnel, les pièces uniques et sur mesure, nous, on aime.